Bonjour. Donc ici, on va voir donc toujours cette fameuse pile constituée donc d'une électrode, de deux électrodes, de deux solutions. Je résume un petit peu cette pile. Elle est constituée donc de deux électrodes, une en cuivre, une en zinc, d'une solution, je veux dire, de sulfate de cuivre qui va se décomposer en ions. Donc on aura une ionisation ici. On aura une solution de sulfate de zinc qui va donner des ions aussi en solution aqueuse. Donc on aura des ions ici en solution aqueuse et des ions ici en solution aqueuse. Voilà. Et entre l'électrode et la solution va exister une différence de potentiel. Et pour éviter une troisième différence de potentiel, je veux dire, on met un pont de KCl, hein, je veux dire, qui va faire la liaison entre les deux solutions pour avoir un circuit fermé et éviter. On prend le KCl pourquoi? Parce que le KCl, bon, le pont KCl, bon, la mobilité des K+ est la même que celle de Cl-, et donc fatalement, il n'y a pas de déséquilibre et donc l'existence d'une troisième force de potentiel en présence. Donc, elle évite une troisième force de potentiel en présence par rapport aux Zn2+, Cl- et Cu2+, euh, Cu2+ et le pont KCl et Zn2+ et le pont KCl. Voilà. Et elle maintient, je veux dire, un circuit fermé. Les électrons circulent à l'extérieur et les ions font leur travail, je veux dire, dans la solution, c'est-à-dire en interne. Voilà. Donc c'est pour cette pile qu'on appelle une pile, c'est une pile de Daniel en fait. Quand on prend du cuivre et du zinc, on a affaire à une pile de Daniel. Bon, voilà, c'est une pile de Daniel. Alors, donc, on avait fait les calculs, on avait trouvé 1,1 volts. Voilà. Comment on avait fait les calculs? Ben, on avait regardé par rapport au tableau de potentiel de référence qui était dans les, comment est-ce qu'on appelle ça, dans le tableau de Mendeleev. Rappelez-vous, j'avais exprimé que dans le tableau de Mendeleev, je veux dire, mon tableau était en inverse par rapport à certains tableaux qui pouvaient exister. Voilà. Donc ici, j'avais trouvé 1,1 volts. Et on va faire notre calcul cette fois-ci avec les formules euh, de Nernst. Voilà. Voilà. Donc on avait obtenu 1,1 volts. Donc quand la pile est complètement, on va dire, chargée. Voilà. Donc en fait, c'est le même exercice que ça. Mais tout simplement, on ne va pas voir dans les tableaux, mais on va la calculer. Je veux dire, calculer la force électromotrice d'une pile standard de Daniel, hein, parce qu'on a le couple Cu2 plus Cu, Zn2 plus Zn, ça c'est la pile de Daniel. Alors, pour les couples suivants, voilà, et cette fois-ci on va calculer par des formules euh, euh, et non plus regarder dans les tables. Si, on va quand même regarder dans les tables, quand même. Malgré qu'on utilise la formule de Nernst, bon, contrairement, je veux dire, quand la pile est chargée, contrairement, je veux dire, au calcul qu'on a fait auparavant, donc, enfin, on a été rechercher juste les valeurs, on a fait la différence de potentiel. Maintenant, on va utiliser la formule de Nernst, mais on doit quand même malgré tout aller voir dans le tableau quand la pile est chargée. Voilà, quand la pile est chargée. Parce que quand la pile est déchargée, à ce moment-là, on est obligé d'utiliser la formule de Nernst. Donc on ne sait plus faire directement la différence de potentiel par rapport au tableau. La différence de potentiel par rapport au tableau, c'est pour une pile chargée. Mais quand elle est déchargée, là, en fonction des concentrations, il faut aller voir la formule de Nernst. Bon, qu'est-ce qu'elle dit cette formule de Nernst? Bon, rappelons-nous qu'on avait une équation de demi-équation. On avait donc la première demi-équation qui était Cu2+, qui était au potentiel le plus élevé, donc il était oxydant, plus N électrons me donnait donc du Cu, on avait bien une descente d'étage d'oxydation de +2 à 0. Parce que le cuivre est à 0. Donc on a bien une descente d'étage à cause qu'il a accepté des électrons, il a gagné des électrons. Le cuivre, l'oxydant gagnait des électrons. Donc, comme il gagne des électrons, mais il devient moins oxydant, donc il devient réducteur. Voilà. Et donc ça c'est une équation de réduction, parce qu'on tend vers d'un oxydant vers un réducteur.
Alors, il faut savoir qu'ici, euh, bon, on a une descente des tâches d'oxydation, mais ça veut dire qu'il devient moins oxydant. On a oxydant, il y a une descente des tâches d'oxydation, donc il devient moins oxydant. Bon, alors maintenant, pour le zinc, on avait Zn qui est à l'étage 0, il devenait Zn2+, plus 2 électrons, donc le Zn ici était à l'étage plus 2, et le Zn ici est à l'étage 0. 0. Donc on a bien une montée d'étage, donc le Zn il est à l'état réducteur, et Zn2+, à l'état oxydant. Donc c'est bien une réaction d'oxydation. Parce qu'on a une montée des tâches d'oxydation, ça veut dire que le réducteur il devient de plus en plus oxydant. Donc on a bien une montée des tâches d'oxydation. L'oxydation, il s'oxyde plus. Il vire vers une oxydation, donc il s'oxyde plus. C'est pour ça qu'on a une montée des tâches d'oxydation et donc il devient oxydant. Contrairement ici, l'oxydant perd de l'oxydation, hein, pour devenir réducteur. Donc on a une descente des tâches d'oxydation. Un oxydant, quand il descend des tâches d'oxydation, il perd son oxydation. Contrairement à une montée des tâches d'oxydation, un oxydant, il devient plus oxydant quand il y a une montée des tâches d'oxydation. Voilà. Bon, mais ça, ce sont les deux demi-réactions. Je peux mettre ça sous une seule forme de réaction. Ouais, ce qu'on voit ici. Ouais, ça va. Donc, on peut mettre ça sous une réaction. Je veux dire, à la place de deux demi-réactions, à la place d'un système d'oxydoréduction, on va mettre une réaction, tout simplement. Donc, la réaction n'est autre que Cu2 plus Zn plus 2 électrons me donne du Zn2 plus du Cu plus 2 électrons. Voilà. Alors maintenant, cette fois-ci, on va calculer donc le potentiel relatif, je veux dire, au cuivre, au couple Cu2+, donc le potentiel qu'on a ici, et le potentiel qu'on a ici séparément. On va les faire séparément. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'équation de Nernst qui dit que donc euh, E du couple est égal à potentiel de référence plus RT sur NF, RT sur NF, fois le logarithme népérien de l'oxydant sur le réducteur. Voilà, ça c'est la formule générale. Bon, c'est une formule qui vient de la thermodynamique, hein. C'est pour ça qu'on a, je veux dire, ici une température en degrés Kelvin. On a une température en degrés Kelvin ici, R, et R étant la constante des gaz parfait ici, hein. Voilà, c'est parce qu'en fait, ça vient de la thermodynamique. Cette formule-là vient de la thermodynamique que je démontrerai une fois. Voilà. Mais ici, bon, donc en fait, c'est la concentration. Concentration. Voilà. Donc ici, ce qui veut dire que, comme on a une température thermodynamique, il faut la mettre en Kelvin. Il faut savoir que la température de référence, c'est 25 degrés Celsius, qui fait 298 Kelvin. Voilà. Alors, n, c'est le nombre d'électrons qui rentrent en jeu dans le système redox. On en a deux pour la réduction, 2 électrons, et 2 électrons pour l'oxydation. Voilà. R, c'est la constante des gaz parfaits, et F, c'est le nombre de Faraday. Alors, le nombre de Faraday, c'est quoi? Le nombre de Faraday, c'est le nombre de charges totales pour, on va dire, enfin, c'est la valeur de la charge globale pour une mole composée de charges élémentaires. Donc le Faraday, c'est en fait c'est 1,6 fois 10. C'est 1,06 fois 10 faisant moins 19 coulombs. Hein, c'est la charge élémentaire Q de l'électron, ou E, je peux l'appeler E. Enfin, je vais finir par me salir les mains à force de frotter avec. Donc c'est 1,06 fois 10 exposant moins 19 coulombs fois le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire fois le nombre de charges composées dans une mole.
Et ça, c'est 6,02 fois 10 exposants, moins exposant 23 particules. Voilà. Donc, dans une mole, on a 6,02 fois 10 exposant 23 particules. Les particules, ça peut être des ions, hein, des cations, des anions, hein, des atomes ou des groupements de molécules. Mais voilà, c'est ça, les particules, c'est ça. Bon, alors la charge électrique, c'est 1,06 fois 10 exposant moins 19 coulombs. C'est la plus petite charge électrique possible, imaginable. C'est celle de l'électron. Donc en fait, c'est la charge élémentaire. Donc si je fais 1,06 fois 10 exposant moins 19 coulombs fois 6,02 fois 10 exposant 23 particules, c'est qui va me donner 1,06 fois 10 exposant moins 19 coulombs fois 6,02 fois 10 exposant 23 particules, ce qui fait 63. J'ai 63 000. C'est pas possible ça. Je recommence. 1,06 fois 10 exposant moins 19 coulombs fois 6,02 fois 10 exposant 23 particules. 63 000. Hmm. 1,06 fois 10 exposant moins 19. La charge de l'électron, est-ce que c'est bien ça? 1,06 6,022. Ici, c'est peut-être 1,6. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça, en fait. Pas 0,6. Je sais pas pourquoi je mets 0,6. Je vais essayer 1,6. 1,6 fois 10 exposant moins 19. Voilà. Fois 6,022. Ouais, je vais mettre 0,20. 0,2 fois 10 exposant 23. Voilà, 96 320. Voilà, c'était pas 1,06, 1,6. Parce que je confondais avec le 0,62. Je vois des 6 et des 6. Bon, j'ai mis un 0 là-bas. Voilà, c'est 1,6. Donc, ce qui fait 96 320 coulombs par mole. Bon, mais sachez qu'il y a une incertitude là-dedans. Hein. Il y a une incertitude dans mon calcul. Fatalement, j'ai pas pris toutes les décimales. Enfin, un maximum de décimales. Bon, maintenant, si on prend un maximum de décimales, enfin, un nombre de décimales, hein, je veux dire, alors, jusque 10-8, normalement, on devrait retrouver une incertitude allant jusque 10-8, on devrait trouver normalement 96 500 coulombs par mole. Et c'est ce qu'on va prendre. On va prendre 96 500 coulombs par mole. Voilà. Voilà. Donc, si je prends 1,06 fois 10 exposants moins 19 coulombs et 6,02 fois 10 exposants 23 particules pour avoir le 1 Faraday, hein, ben, je veux dire, il y a une incertitude au calcul. Il faudrait prendre un nombre de précision bien déterminé pour avoir 96 500. Et donc, tout le monde doit utiliser le Faraday égal à 96 500 coulombs par mole. Voilà. Et ça, c'est un Faraday, bien sûr. Tout dépend du nombre d'électrons qu'on va avoir. Voilà. Il faudra faire fois le nombre d'électrons. Fois le nombre d'électrons, n. Voilà. Voilà. Donc ici, le problème, c'est que j'ai un logarithme népérien. Voilà. Je vais passer en logarithme tout court, en formule de logarithme. Donc, comment faire pour passer des logarithmes népériens au logarithme?
c'est ce qu'on appelle une formule de changement de base en mathématiques. On change de base. Donc, le log de AB, c'est égal à quoi? C'est log de A sur log de B. Voilà. Ce qui veut dire que si j'ai ln log en base E, qui est le ln, hein, ln de A, log en base E de A, c'est égal à log en base A, en base 10 de A, et log en base 10 de E. Ce qui fait log de A sur log de E. Ouais, mais log de E, c'est ici, c'est comme si on avait 1 sur log de E. Voilà, fois log de A. Bon, 1 sur log de E, ça fait donc 1 divisé par log de shift E de 1, 2,302. Ben, ici, pour la formule, on va prendre. Donc ici, j'ai ceci vaut 2,302. Voilà. Et on va prendre ici, parce qu'il y a un 5 derrière, il y a 58, donc je vais mettre 303. Voilà. Bon, ben on va calculer cette formule-là. Donc, il faudra faire 2,303 log de A. Donc, repasser, je vais dire, je vais le faire tout de suite. « 2,303 ». Donc, ça qui veut dire ce qui veut dire qu'on aura donc le fameux ln. Donc, on a dit c'était RT sur NF, hein, avec plus E0. ln de la concentration de l'oxydant sur la concentration du réducteur. Donc ici, on repasse juste en logarithme en base 10. Voilà, là je suis bien en logarithme en base 10 de oxydant sur concentration du réducteur. Voilà. Alors, il faut multiplier par 2,303, comme on vient de voir maintenant, hein, je viens de l'expliquer. 2,303. RT, R c'est la constante des gaz parfaits, hein, qui vaut 8,32. 8,32. Donc 8,32, mais si on prend avec précision, c'est 8,316. Enfin, précision, au millième, si je prends au millième. Alors, les unités de R, ben R, ces unités sont des, comment est-ce qu'on appelle ça, le R, c'est la constante des gaz parfaits qui vaut des joules par degré et par mole. Voilà. Donc, toute cette formule est utilisée pour, on va dire, une mole, hein. Ouais, parce que quand on voit le Faraday, c'est pour une mole. Hein, le 8,32, c'est pour une mole. Voilà, pour une mole. Et puis on fait une multiplication, voilà, pour avoir n Faraday ici. Voilà, n Faraday. Par rapport au nombre d'électrons qu'on a. Voilà, donc on a 8,316 donc, joules par, par degré et par mole. Fois la température, on vient de dire que c'est 298 Kelvin. Voilà. Le tout divisé par le nombre de Faraday, on avait dit qu'avec une certaine précision, on prenait 96 500 coulombs par mole. Voilà. Et puis à ça, il faut rajouter le couple de potentiel d'oxydoréduction. Bon, mais tout ça, ça fait un nombre, hein. On va réduire notre formule à un seul nombre. Donc je vais calculer ça. Donc c'est
8.316 fois 298 Kelvin fois 2 qui est la transformation de logarithme en base E qui est népérienne vers un logarithme en base de 10. Donc fois 2.303, voilà, divisé par 96 500, voilà, ce qui fait 0,05914. Et moi je prends 0,059. Donc la formule devient E0 plus 0,059 sur N log de la concentration, log en base 10 bien sûr, de la concentration de l'oxydant sur la concentration en réducteur. Voilà. Et ça, c'est le potentiel du couple. Voilà. Alors, il faut savoir que ici, on a bien vu que ça dépend, la formule dépendait de la température. Température. Bon. Donc ça veut dire quelque chose, ça. Si je prends, si je prends une pile, bon, ici c'est une pile Panasonic zinc carbone. Ouais, c'est du zinc et du graphite. C'est du graphite. Bon, ici c'est pas une pile de Daniel, hein, elle est constituée de zinc et de carbone. Voilà. Bon, toutes les piles, quel que soit le type de pile, dépendent du potentiel d'oxydation-réduction et donc de la formule de Nernst. Toutes. Il n'y a aucune exception. Donc fatalement, s'ils dépendent tous de la température, si je prends cette pile-là qui est usée, comment je vois l'usure? Ben, l'usure, je le vois avec un galvanomètre. Ici, il est marqué testeur de batterie. Ce n'est rien d'autre qu'un galvanomètre. À la place d'indiquer une certaine tension, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il met une tension, mais ils ont été mettre une colorimétrie où le rouge serait déchargé et le vert serait bon. Et le jaune, c'est la limite. Voilà. Mais sinon, on peut mettre une graduation et avoir la tension exacte de la pile. Donc, si je mets la pile ici, le moins vers le moins, bien sûr, et le plus vers le plus et le moins vers le moins, là, on voit bien que cette pile est déchargée. Elle est complètement déchargée, puisque le galvanomètre ne dévie pas. Donc, il est vraiment cette pile est très loin. Elle est très déchargée. Voilà. Mais si les calculs que je fais pour trouver 1,1 volt, c'est une pile complètement chargée, hein. Et vous remarquez qu'ici, elle dépend de la température. Donc, comment recharger légèrement une pile? En le mettant dans le frigo. Parce qu'on va jouer sur la température. Une autre manière, moi, il m'est arrivé de dire une petite histoire une fois. J'étais chez une personne, on était enfermé chez la personne, puisqu'en fait, le système d'alarme avait, on ne savait plus, euh, l'appareil de télécommande, un infrarouge, n'était plus commandé par la pile qui était usée, on ne savait plus sortir, on ne savait plus ouvrir les portes. Donc à ce moment, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on a pris la pile et on l'a serrée, serrée, avec une pince. Et quand on serre une pile, apparemment, on densifie l'intérieur. Donc apparemment, la concentration, on jouerait sur les concentrations, le fait de venir pincer fortement et modifier l'état de la forme. Donc en fait, les concentrations vont jouer, donc on va avoir un potentiel qui va légèrement augmenter, ce qui fait que bon, ma télécommande a détecté, je veux dire, cette, cette nouvelle tension due au serrage, hein, due au serrage de concentration. Et donc à ce moment-là, j'ai su ouvrir les volets. Enfin les volets, ouais, les volets, par la télécommande. Donc j'ai su recommander euh, les volets en écrasant une pile. Parce que maintenant, on peut le mettre dans le frigo en jouant sur la température, mais combien de temps? Bon, tout ça, ça ne ramène que des fifrelins de tension, hein. S'il suffit juste d'une petite tension supplémentaire pour commander quelque chose alors qu'on en a une nécessité, ben, c'est toujours, je veux dire, utile, hein. Maintenant, si la pile est complètement plate, qu'on la serre ou qu'on la mette au frigo, ça sert à rien. Il faut, je veux dire, euh, il faut qu'il y ait une usure, mais quand même qu'il y ait quand même de la tension et que le système électronique détecte le minimum de tension, parce que si c'est complètement plate, le système électronique, s'il a besoin de 1,5 volts ou de 1,3, 1,5 volts, s'il a en dessous de 1,3, il ne fonctionnera plus, hein.
il faut qu'il ait 1,3, 1,5. Voilà, il y a une plage de tension pourra être utilisée, mais en dessous, c'est fini. Donc si j'écrase, que je gagne quelques dixièmes de tension, que j'arrive à la tension de commande du système électronique, je peux alimenter, je veux dire, euh, par exemple, ma télécommande et euh, ouvrir les volets, par exemple. Voilà. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Les piles sont tous fabriquées je veux dire, font tous face à la même loi, la loi thermodynamique de la loi de Nernst, qui est là. Et si je la mets en logarithme, c'est ça. Bon, maintenant, en voyant 0,059, j'ai plus la notion de température, hein. Donc ça, c'est une température de 25 degrés Celsius, hein, 0,059. Si une autre température, ce sera plus 0,059, hein. Ça, on est bien d'accord. Voilà. Donc là, on est situé à une température standard on va dire, de laboratoire. Parce que si on est ailleurs, hein, je veux dire, si on est en Afrique, s'il fait fort chaud, ou si on est dans un pays nordique, s'il fait fort froid, bon, les piles n'auront pas les mêmes, je veux dire, il y aurait une légère euh, différence, parce que la température joue sur les piles. Donc, qu'on soit, je veux dire, dans un milieu de la Terre ou d'un autre, ben, la température va jouer, donc ça va légèrement, je vais dire, oui, parce que si on calcule à la place, si on a 20 degrés à la place de 28, ben, on a non plus 298, mais 200, si on a une baisse de température, si on a 0 degré par exemple, il fait fort froid, ben, il faudra retirer de 298, il faudra mettre 273 à la place de 298, voilà. Donc, il faudra faire un nouveau calcul, on n'aura pas 0,059. Ce qui va influer légèrement. Voilà. C'est pas ça qui va influencer euh, le tout. Ce sont les concentrations oxydants réducteurs qui vont faire l'usure de la pile. Mais ici, je considère que la pile est complètement chargée, c'est-à-dire que la concentration en oxydant, je veux dire, est maximum, et la concentration en réducteur est maximum. Et là, on aura une pile de 1,1 volts. Bon, d'ailleurs, c'est ce que je dois démontrer en fait. Bon, alors reprenons, je veux dire, la suite. Donc, il faut que je fasse deux calculs. Donc, il faut que je fasse un couple de, comment est-ce qu'on appelle ça, CU2 plus CU, et un couple ZN2 plus ZN. Et en fait, le couple total, c'est couple CU2 plus CU moins couple ZN2 plus ZN. Voilà. Donc ici, on va appliquer ça. Donc ici, pour le couple E0, ben, potentiel standard, si on va voir dans les tables, je vais le prendre à deux décimales. Deux décimales, ça fait 0,34. Parce que l'autre fois, je l'ai calculé, enfin, dernièrement, je l'avais calculé, je veux dire, avec 0, avec 3 décimales. Mais que je le fasse avec 2 décimales ou 3 décimales, ça me donne toujours 1 volt, 1,1 volt. Donc, ça ne change rien. Donc, autant le calculer avec 2 décimales. Bon, alors, et pour l'autre, ça faisait moins 0,76, moins 0,76 volts. Voilà. Plus. Et là, il faut faire 0,0. Donc, comme on a dit, 0,059 divisé par l'échange. On a deux électrons. 0,059 divisé par deux électrons. Alors, alors. Donc ici, il faut faire le logarithme de la concentration en CU2 plus l'oxydant. Le coup, ici, l'oxydant entre CU2 plus et CU, si on se rappelle, on avait CU2 plus qui était l'oxydant, ouais, et les réducteurs c'était le CU.
Voilà. Alors là, l'oxydant, c'était Zn2+, et le réducteur, c'était le Zn. Voilà. Voilà. Donc on a ça, ce sont les deux équations. Maintenant, il faut calculer ça en sachant que donc bon, ici on va faire un calcul. Donc ici, la concentration en Cu, elle vaut 1. Voilà. Concentration en Cu. On calcule pour une mole. Donc on a une mole ici. Voilà. Et la concentration en Zn, mais c'est une mole aussi. Voilà. Voilà. Bon, maintenant, ici, il y a juste un petit calcul à faire. Donc, ce qui fait... Donc, on est dans un contexte de pile complètement chargée, hein. C'est pour ça que j'ai... Bon, donc, on a combien? Donc, comment ça s'appelle ça? E couple total est égal à E couple Cu++ Cu moins E couple Zn2+ Zn. Mais E couple, ça c'est 0,34 plus 0,059 sur 2 logarithme de la concentration en Cu2+, parce que sur 1, mais sur 1, ça qui fait, voilà, moins, à ceci, il faut enlever, je vais enlever à ceci, moins, moins 0,76 plus 0,059 le tout sur 2, log en Zn, concentration Zn2+. Fermez la parenthèse, voilà. Voilà. Donc, ce qui fait 0,34 plus, moins par moins, ça fait plus, 0,76 plus 0,059 sur 2, je mets en évidence, et on aura log de Cu2+, concentration Cu2+, moins, ça je mets en évidence 0,059 sur 2, moins, par plus ça fait moins, log de Zn2+, en concentration, voilà. Ouais, mais ça c'est le log de Cu2+, sur log de Zn2+. Voilà, 0,059 sur 2 plus 1,1. Voilà. Voilà, et voilà. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, la concentration Cu2+, quand la pile est chargée, qu'est-ce qui se passe? La concentration en Cu2+, est égale à la concentration en Zn2+. Attends, ici j'ai une petite erreur. C'est le log de... Ouais. Ici c'est... Voilà, c'est plutôt ceci, hein. La soustraction de log, ça fait le log de quotient. Log de... En fait, on sait bien qu'en mathématiques, log de A moins log de B fait log de A sur B, hein. Bon, c'est ce que j'écris là. Donc, mais la concentration ici de Cu2+ et Zn2+, la concentration Zn2+, en fait, elle est la même parce que la pile est complètement chargée. Je calcule pour une pile complètement chargée. Donc, c'est ce qui fait 1, log de 1, et log de 1, ça fait 0. Donc, 0 fois 0,059 divisé par 2, ce qui fait 0, et 1,1 plus 0, ce qui fait 1,1 volt. Donc, le potentiel total vaut 1,1 volt, comme on l'avait pu, je veux dire, le constater quand on avait calculé directement via les tableaux. Bon, mais via le tableau, apparemment, c'est plus facile, hein. Mais via le tableau, c'est quand la pile est chargée. Parce que quand la pile est déchargée, on est obligé de passer par
par Nernst, parce que les concentrations vont varier. D'ailleurs, la prochaine vidéo, c'est sur une pile, je veux dire, déchargée. Sur une pile déchargée. Et donc là, on va voir qu'on n'a plus 1,1 volt, parce que la tension va diminuer. Et cette tension, quand de décharge, elle va tendre vers 0, en fait. C'est normal. Comme ici, la pile ici, cette pile-ci est complètement déchargée. Il n'y a pas de variation de, je veux dire, d'aiguille, c'est que, en fait, quasiment 0 volts. Voilà, je vais éteindre la vidéo ici. Voilà, donc en fait, la pile ici, complètement chargée, vaut 1,1 volt par le calcul des potentiels, par le calcul des potentiels de Nernst. Voilà. Donc il y a deux manières de calculer. Soit on le fait s'il faut calculer pas une pile complètement chargée, on peut aller directement voir dans le tableau et extraire les valeurs et faire la différence de potentiel. Ça, c'est pas un problème. On le fait en 2 secondes. En deux secondes, c'est fait. Par contre, par Nernst, il faut passer par les formules, mais ça vaut pas la peine si la pile est complètement chargée de passer par Nernst. Parce que si on va voir dans les tableaux, on en a pour 2 secondes. Par Nernst, il faudra faire tout ce schmilblick de calcul je veux dire, pour démontrer que c'est 1,1. Mais quelqu'un qui l'a déjà fait, il sait bien que les 0,059 sur 2 log de CU2+, et 0,059 sur 2 log de ZN2+, vont donner 0, donc apparemment il pourra bannir ceci et aller chercher directement 0,34 et moins 0,76, ce qui fait 1,1. Voilà. Mais quelqu'un qui l'a jamais fait, il doit recalculer tout ça. Tout ça. Donc tous ces logarithmes. Et donc ça prend un peu plus de temps que pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, de démontrer que ça fait 1,1 volt pour la pile chargée. Voilà. Par contre, pour la pile déchargée, il faudra faire du Nernst, obligatoire. Ça ne suffit pas d'aller regarder dans le tableau de, des potentiels d'oxydoréduction chimique. Voilà. Voilà. La pile de Daniel fait 1,1 volt. Bon, maintenant, voilà. Je vous remercie.